Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Cette 19e mise au point trouve un prétexte d'actualité dans l'arrivée au pouvoir, donc à la présidence de l'Argentine, du candidat entre guillemets libertarien Javier Milei. Alors attention, je n'ai pas la prétention d'expliquer ce qui arrive en ce moment en Argentine ou en général en Amérique latine, étant donné que c'est une région du monde dont je ne suis absolument pas expert. Il va plutôt s'agir d'une mise au point doctrinale sur cette question du libertarianisme, mais une mise au point dans la perspective de laquelle les premières évolutions suivant l'intronisation de Javier Milei apportent, à mon sens, déjà des éléments assez convaincants à l'appui de la thèse que je vais à présent exposer. Cette thèse, c'est en premier lieu qu'il n'existe pas à l'heure actuelle, dans le monde industrialisé, disons, d'alternatives libertariennes aux écoles politiques qui ont jusqu'à présent gouverné l'Occident historique et sa périphérie. Il existe des pensées libertariennes, il existe des penseurs libertariens. J'ai d'ailleurs, à ma modeste échelle, la prétention d'en être un. Mais pour peu qu'on conçoive le libertarianisme comme une véritable alternative politique à ce que, en général, moi j'appelle le mainstream idéologique occidental, comme une alternative politique à Davos, au mondialisme en général, au mondialisme de gauche mais aussi au mondialisme de droite. Dans cette mesure, il faut tout de suite préciser que le système de la démocratie représentative, de la démocratie électoraliste, structurellement, ne permettrait pas l'arrivée au pouvoir d'une telle alternative, la réalisation pratique d'une telle alternative. Il est donc faux de prétendre que, en la personne de Javier Milei, le libertarianisme serait récemment arrivé au pouvoir en Argentine. Ce qui a conquis le pouvoir au cours des toutes dernières semaines en Argentine, c'est, comme le dit très bien Le Monde, il arrive même au Monde d'énoncer des vérités, eh bien c'est un candidat ultralibéral. Alors un candidat ultralibéral qui pendant sa campagne et déjà avant avait certes, disons, coquetté avec un vocabulaire, avec une rhétorique libertarienne, donc en embrassant de grands mots comme libertarianisme, anarchisme, anarcho-capitalisme, etc. Un type qui s'amuse à ça en France, c'est par exemple Éric Verregue. Éric Verregue, qui il y a 2 ans et demi, ou 3 ans, quand j'ai pour la première fois entendu parler de lui, se présenter ouvertement, et là pour le coup je dirais honnêtement, comme je cite, je crois, une interview à l'époque de Radio Courtoisie, bon, comme un libéral manchestérien, c'est effectivement ce qu'il est, mais qui, au cours de la dernière année, disons, s'est mis, un peu comme Milei, auquel il a d'ailleurs, dans son courrier des boomers, consacré beaucoup d'attention, une attention assez enthousiaste, donc qui a commencé comme Milei à se définir comme un libertarien, à parler de libertarianisme, etc. Que veut-il exactement entendre par là? Veut-il vraiment entendre quelque chose par là? Ce sont des questions qui restent ouvertes. De toute façon, ça n'est pas d'une grande importance pour la raison que je viens d'énoncer. Il n'y aura pas d'alternative libertarienne dans le cadre de la démocratie représentative électoraliste, de la démocratie occidentale moderne. Et c'est là très probablement ce que nous aurions l'occasion de vérifier de visu en France si, par miracle, la fameuse liste citoyenne qui se sert du courrier des boomers comme tremplin finissait par arriver d'une manière ou une autre à, disons, dans la proximité d'un gouvernement français. Ce serait exactement la même histoire, et d'ailleurs, il ne faut pas leur en vouloir. Moi, je ne suis pas complotiste, toujours rejeter toute la faute sur les dirigeants, les ténors, les élites, etc., c'est pas ma tasse de thé. Si ça se produisait en France, par exemple, dans le cas de cette liste citoyenne, ça serait tout aussi peu la faute, si vous voulez, d'Éric Verregue, que ce n'est actuellement la faute de Javier Milei. Milei
aujourd'hui en Argentine, à mon avis, ne trahit pratiquement personne. Bon, peut-être quelques naïfs qui ont pris au sérieux ces grands slogans de libertarianisme, mais bon, finalement, il a une base électorale, une base sociale. Derrière cette doctrine politique, il y a une sociologie, et c'est cette sociologie qu'on retrouve d'ailleurs en France dans le lectorat du Courrier des Boomers, hein, bon, une question à laquelle je consacrerai peut-être un cours de ma chaire de boomérologie ces prochains jours. Je ne considère pas ça comme très important ou très urgent. Donc voilà, on y reviendra, hein, je m'en occuperai en temps voulu. Mais parlons maintenant des choses importantes, c'est-à-dire de Milei, du libertarianisme et des raisons, disons, de cette faillite programmée, hein, du rêve libertarien. On a en effet appris, si ce n'était pas le lendemain, alors peut-être le surlendemain de la cérémonie, hein, donc d'inauguration de la présidence Milei, que finalement, même sous Javier Milei, le libertarien, hein, l'Argentine n'allait pas se retirer des fameux accords de Paris, donc l'Argentine resterait un État religieusement climatiste, hein, donc continuerait à faire allégeance à cette religion de facto de l'Occident terminal qu'est le climatisme. Et à partir de là, pour quiconque a compris le rôle absolument central du climatisme dans l'idéologie davosienne, il est très facile de comprendre qu'il n'y aura en réalité aucune remise en cause du mainstream idéologique occidental en Argentine sous Milei. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore compris ce rapport d'implication stricte, je me permets de renvoyer à mon deuxième ouvrage dans l'ordre chronologique aux éditions Culture et Racines, intitulé Le magicien de Davos, qui est un commentaire d'un autre texte dû à Klaus Schwab et Thierry Malray, hein, un texte de l'été 2020 intitulé Covid-19, la grande réinitialisation, et qui constitue, à mon sens, le libretto, hein, le catéchisme du Great Reset et une sorte de condensé, disons, de la théologie politique davosienne. Et là, simplement un point, hein, les lecteurs de l'ouvrage voient déjà très bien de quoi je veux parler, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, eh bien, vous savez, le lectorat que ciblent Schwab et Malray dans cet ouvrage, ce sont des gens qui n'ont jamais cru à la nouvelle peste noire. Hein. Ce sont des élites, ce que j'appelle le middle management du mondialisme, qui ont joué le jeu, hein, tout en sachant très bien que tout cela était pour le moins énormément exagéré, mais à qui Schwab, justement dans ce texte que j'ai commenté, expliquait que, bon, écoutez, on va faire comme si, hein, ne remettez pas en cause la doxa covidiste, étant donné qu'elle est elle-même au service de notre religion climatiste. Il y a donc bien, dans le cadre de l'agenda de Davos, il y a bien une hiérarchie des principes, hein, il y a un ordre de priorité dans ce programme politique dans lequel le climatisme surplombe parfaitement le covidisme, et pas seulement le covidisme. Le climatisme est la clé de voûte on peut appeler ça l'agenda 2030, on peut appeler ça dans les termes de l'ONU, hein, l'ONU qui est une buanderie du Forum économique mondial de Klaus Schwab. On peut appeler ça le Great Reset, la grande réinitialisation en français. On peut lui donner tous les noms qu'on veut, mais enfin, une chose est sûre, c'est pas l'Argentine sous Milei qui va s'en écarter. Alors, à défaut d'avoir cette politique anti-Davos qui, encore une fois, de mon point de vue, est parfaitement impossible aujourd'hui dans l'Occident historique et sa périphérie, pour tout mouvement politique qui miserait sur la démocratie occidentale, la démocratie représentative électoraliste, eh bien, à défaut, Milei, il va faire de l'ultralibéralisme, comme le dit très bien Le Monde, il va faire de l'État minimum. Et cela, c'était parfaitement prévisible du fait d'un modèle, disons, d'un modèle historique auquel je consacrerai peut-être dans les prochains temps une étude écrite sur mon blog, hein, dont vous retrouverez le lien en description de cette vidéo, mais ça prend pas mal de temps, et là je voulais juste jeter les bases, hein, en proposer une très courte esquisse. L'axiome fondamental de cette théorie, hein, le principe de base pour moi, c'est que le système occidental, depuis son apparition, hein, autour du XIe siècle, n'est pas un système stable. Hein.
c'est un système en déséquilibre structurel, ce qui est parfaitement compréhensible, étant donné que ses bases idéologiques sont d'ordre eschatologique. Le but de l'Occident, comme l'avait très bien formulé, enfin l'expression en tout cas lui en revient, même si lui n'avait pas forcément le même cadre explicatif que moi, mais Milan Kundera, le grand écrivain tchèque, parlait de la vraie vie qui est ailleurs. Bon, le but des Occidentaux, depuis qu'ils sont occidentaux, le but de l'Occident, l'idéal occidental, c'est ça, c'est la vraie vie qui est ailleurs. Et comme elle est ailleurs, bon, ce ne sont pas des bases sur lesquelles on peut fonder une stabilité sociale, une stabilité historique. Et d'ailleurs, au moment de la fondation de ce que, dans mon troisième ouvrage intitulé Covid, je mettrai un lien en description, au moment de la fondation de ce que, dans cet ouvrage, j'ai appelé le troisième Occident, l'Occident démocratique, l'Occident des États-nations, eh bien, Jean-Jacques Rousseau, ou juste un peu avant sa fondation, Jean-Jacques Rousseau, qui était l'un des pères théoriques de ce troisième Occident, mais qui n'était pas non plus tout à fait un imbécile, était en réalité bien conscient, comme le relève par exemple l'excellent Jouvenel dans son ouvrage Du pouvoir. Il fait remarquer que Rousseau était tout à fait conscient de l'instabilité intrinsèque du modèle. Donc, tout en posant la théorie de la souveraineté populaire, la souveraineté, c'est un concept dont les philosophes des Lumières héritent déjà. C'est un concept qui, en réalité, a été introduit par le deuxième Occident, l'Occident des monarchies absolues. Mais le changement essentiel qui va être introduit de façon à inaugurer le troisième Occident, ça va être de faire de cette souveraineté, qui était la souveraineté de l'État incarné par le monarque dynastique, le monarque héréditaire, oint par Dieu, de transformer cette souveraineté de l'État en souveraineté populaire. C'est-à-dire que théoriquement, dans l'Occident démocratique, c'est la société elle-même qui, via des institutions représentatives, s'auto-gouverne, se donne ses propres lois, devient autonome au sens grec, autonomos, donc ses propres lois. Mais évidemment, du coup, vous allez avoir le pouvoir, je dirais, au sens strict, le pouvoir au sens cynique, c'est-à-dire les véritables détenteurs de l'appareil d'État, le corps dit représentatif, qui va systématiquement avoir tendance à détourner ce pouvoir de façon à mettre l'État au service de ses propres intérêts, de ce que plus tard certains marxistes ou encore Guy Debord appelleront ses intérêts bureaucratiques. Et cela, les philosophes des Lumières, en général, l'avaient prévu avant même la Révolution française, avant même l'institutionnalisation du Troisième Occident, cette tendance parfaitement prévisible à la dérive bureaucratique, à la confiscation du pouvoir populaire par une élite bureaucratique, avait été entrevue, entre autres par Rousseau, la conclusion qu'en tirait Rousseau, qui était finalement assez pessimiste, de ce point de vue, c'était pas du tout un progressiste façon Harari, il n'était pas religieux dans son progressisme, c'était que tôt ou tard, ces systèmes représentatifs vont dégénérer, vont de plus en plus perdre de leur légitimité, jusqu'à tomber de leur propre poids, c'est-à-dire qu'au moment où ils n'ont plus aucune légitimité, où il n'y a plus que la force brutale qui soit de nature à les maintenir en place. Comme en plus, en général, les kleptocrates qui s'en sont emparés vont aussi avoir tendance à se trahir et à s'assassiner entre eux, eh bien tout cela débouchera sur une révolution naturellement violente, et à partir de là, on peut en quelque sorte relancer le cycle. Alors ça, pour moi, c'est le premier mode de fonctionnement historiquement attesté du Troisième Occident, de l'Occident démocratique. Je dirais qu'en gros, c'est le mode de fonctionnement qu'on a pu observer entre, grosso modo, 1789, entre la Révolution française et, toujours grosso modo, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1953, la mort de Staline. Ce premier modèle, c'était ce que j'appellerais le modèle du trop-plein. Vous connaissez le principe du trop-plein. Il y a un bassin ou un baquet ou que sais-je qui se remplit petit à petit. Et une fois qu'il est arrivé au point de déséquilibre, il se renverse.
et il provoque le renversement du système. C'est évidemment un renversement assez brutal, hein, ça implique la violence révolutionnaire, et bon, du coup, c'est assez coûteux et on ne sait jamais très précisément, c'est difficile de prévoir exactement ce qui va en sortir, hein. Donc il y a un facteur d'incertitude assez angoissant pour les élites, même, disons, pour des élites prudentes qui choisiraient de manipuler le système dans les coulisses de façon à laisser les représentants démocratiques servir de fusible, hein. Mais quand quand le changement de fusible implique une révolution, bon, il peut se passer, ça peut impliquer tout un tas de désagréments, y compris pour les gens dans les coulisses, hein, c'est-à-dire pour la finance. Alors, un exemple parmi d'autres de ce genre de désagrément, eh bien, après peut-être la plus grande de toutes ces révolutions, celle de 1917, la révolution bolchevique, bon, quelques années plus tard, hein, à quelques mois avant ou après, je ne sais plus, la fondation officielle de l'Union soviétique, le ministre des Affaires étrangères de la dite Union soviétique, un certain Lev Bronstein, dit Trotsky, mais qui à l'époque n'était pas si trotskiste que ça, hein, qui à l'époque en réalité ressemblait politiquement par beaucoup d'aspects, comme deux gouttes d'eau à un certain Staline. Bien. Eh bien, Trotsky, à qui les grands financiers qui avaient fait crédit déjà à la Russie tsariste, puis aussi à la révolution bolchevique, plus discrètement, bon, commencent à réclamer le paiement d'intérêts, hein. Ils disent, bon, maintenant, vous êtes en train de vous dépatouiller de votre guerre civile, l'État revient à une certaine stabilité, il faudrait commencer à reprendre le paiement des intérêts. Et là, Trotsky leur dit des intérêts. Ah oui, la dette d'État du tsar. Mais ça, il faut en parler au Romanov. Je vais vous donner une adresse en Sibérie, hein, la cave d'une villa où vous pourrez... Bon, voilà. Donc, l'URSS ne payait pas, hein. Et c'est d'ailleurs à cet épisode parce qu'il se trouve que Trotsky était juif, hein, et c'est à cet épisode que remonte la rhétorique du judéo-bolchevisme, hein, parce que tout d'un coup, vous avez non seulement quelques grands financiers, mais aussi toute une petite classe capitaliste en Occident, qui s'est trouvé gros gens comme devant, hein, et qui en voulait énormément aux bolcheviks en général, à Trotsky en particulier. Et là, aussitôt, le vieux fond antisémite est remonté, puisque Trotsky était juif, hein, et c'est de là que remonte, hein, vous pouvez chercher le thème du judéo-bolchevisme avant, hein, cette date fatidique du refus de payer de l'URSS. Vous verrez que ce sont des choses tout à fait marginales et tout à fait discrètes. À partir de cette décision donc, de l'Union soviétique, ça devient en quelque sorte un thème mainstream, hein, en Occident, dans le monde capitaliste, dans tout le courant des années 20 et 30, et qui ne sera mis un peu sous le boisseau qu'après la Deuxième Guerre mondiale, pour les raisons qu'on sait. Un autre problème, un autre désagrément, disons, du point de vue des élites, hein, de ce modèle du trop-plein, c'est que, à l'occasion des révolutions, il arrive aussi que les entités étatiques, en quelque sorte, qui sont en train de faire leur mue, hein, leur mue révolutionnaire, deviennent aussi dérangeantes pour leurs voisins, hein. C'est-à-dire le risque que les révolutions conduisent à des remises en cause de l'ordre international. Bon, c'est typiquement ce qui s'est passé pendant la Révolution française, hein. Rappelons que l'un des ressorts principaux de la Révolution française, c'est une crise financière, une crise d'endettement qui avait commencé d'ailleurs dès la fin de l'Ancien Régime, hein. Je suis désolé pour tous les naïfs qui s'imaginent que, donc héritiers, disons, on va dire, de l'école légitimiste, hein, en politique française, qui ont l'habitude de s'imaginer que tout a changé, hein, on a changé de dimension, de galaxie en 1789, parce qu'avant, c'était tellement bien l'ancien régime, ça marchait tellement bien, voilà, donc qui conçoivent en quelque sorte la Révolution française comme une sorte de Deus ex machina naturellement maléfique, hein, donc comme une conspiration, alors je ne sais quel franquiste, avec évidemment la franc-maçonnerie, et puis comme d'habitude les juifs, enfin bon, c'est, voilà, désolé pour eux, hein, je n'ai pas d'animosité particulière à leur rencontre, mais là je suis obligé de les réveiller de leur sommeil dogmatique. Le problème des assignats, ça ne remonte pas à la Révolution française. En réalité, la Révolution française hérite
de ce problème et naturellement l'aggrave. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, la Révolution française? Eh bien, sous prétexte de défense de la patrie, un prétexte bien utile puisqu'il permet d'introduire enfin la conscription universelle, hein, enfin, comme l'a dit Taine un siècle plus tard, de faire de tout homme un soldat, et d'ailleurs en plus un soldat obligé et à l'œil, ou alors pour une solde, enfin pour le minimum vital, hein, de mettre sa vie en danger au service de la fameuse patrie, c'est-à-dire du pouvoir. Et la Révolution, donc, forte de ces centaines de milliers d'hommes, hein, d'une armée dont la taille dans le système d'Ancien Régime, dans le Deuxième Occident, était à peu près inimaginable, eh bien, va entreprendre de, entre guillemets, se défendre, c'est-à-dire en fait de conquérir le reste de l'Europe, en se servant évidemment assez largement au passage, et un peu comme l'a fait d'ailleurs le Troisième Reich à la fin des années 30, hein, son modèle économique ne pouvait en réalité déboucher que sur des conquêtes militaires, hein. Une fois qu'on s'est suffisamment endetté, eh ben, on va aller se rembourser sur la bête, hein. La bête, c'est les voisins. À partir de là, on comprend très très bien pourquoi quelqu'un comme Henry Kissinger, hein, à qui j'ai consacré des podcasts récents, je mettrai les liens. Donc Henry Kissinger qui, comme je l'ai déjà expliqué dans ces podcasts, se voyait comme le Metternich du XXIe siècle, qui était à la fois un homme de la famille Rockefeller, un serviteur de la famille Rockefeller, donc un serviteur des grandes puissances d'argent, et qui en même temps avait cette ambition metternichienne d'instituer un nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial, l'actuel ordre mondial, c'est-à-dire une stabilisation du système des relations internationales comparable à celle qu'avait obtenue Metternich sous la forme du Congrès de Vienne, après l'épopée napoléonienne. On comprend donc très bien qu'un Henry Kissinger, mais évidemment, c'est pas que lui, hein, si ça avait été l'idée, disons, un peu aberrante d'un seul individu, etc., on n'en parlera même pas, on ne saura même pas qui est Henry Kissinger. C'est juste un représentant éminent, hein. Derrière Henry Kissinger, il y a une immanence, notamment une immanence des élites occidentales, il y a une dynamique historique. Eh bien, cette dynamique historique a tendu à faire disparaître ce que j'appelle ce modèle du trop-plein et à le remplacer par un deuxième modèle. J'évite de dire second modèle parce qu'en réalité, je pense qu'on peut lui-même l'articuler en deux phases, vous allez voir tout de suite lesquelles. Ce deuxième modèle, c'est ce que j'appellerais le modèle de l'accordéon. Alors j'espère qu'on comprend mon choix de métaphore, hein. Le modèle du trop-plein, c'est un modèle dans lequel l'un des moments du fonctionnement du système est un moment brutal aux conséquences un peu imprévisibles, hein, le moment de la chute en quelque sorte du trop-plein, le moment révolutionnaire. Bien. Le modèle de l'accordéon, au contraire, vous voyez qu'un accordéon, bon, bah, il y a un moment d'expansion, hein, et quand il arrive à la limite de ses possibilités d'expansion, eh bien, l'accordéoniste commence à le refermer, hein, donc ça fonctionne comme des poumons, plus ou moins. Mais surtout, ce qui est important ici dans la métaphore, c'est que ce sont bien les mêmes mains, hein, qu'on va trouver de part et d'autre de l'accordéon, hein, à droite et à gauche, hein, Gog et Magog, bien, tout au long du processus, hein. Donc, dans le modèle de l'accordéon, il n'y a pas de moment révolutionnaire. Alors, donnons des exemples, hein, de la phase d'ouverture, hein, de la phase d'expansion de l'accordéon. Eh bien, c'est par exemple l'Union soviétique sous Brejnev, hein, ou c'est par exemple le monde qu'on pourrait appeler post-capitaliste, à mon avis, puisque c'est après la fin de la guerre froide, hein, c'est après 1991. Ce monde occidental, donc les pays de l'OTAN, si vous voulez, pour faire court, qui, au cours des années 1990 et des années 2000 et encore du début des années 2010, est dans une dynamique comparable à celle de l'Union soviétique sous Brejnev, c'est-à-dire qu'on s'endette, hein, on perd de plus en plus de la productivité, on développe une société de consommation, hein, on crée une culture hédonistique qui amène dans son sillage le féminisme, la dénatalité, des tendances au parasitisme social, et en même temps, c'est là que c'est un peu paradoxal pour certains, un mécontentement croissant, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, le niveau de vie s'améliore en permanence, comme dans l'Union soviétique sous Brejnev,
Et les gens sont de moins en moins contents de leur sort, hein, parce que chez les pauvres, comme disait je ne sais plus quel penseur réactionnaire cité par l'excellent Nicolas Bonal, il me le rappellera s'il regarde cette vidéo, chez les pauvres, l'appétit vient en mangeant. Et une fois que l'accordéon a atteint les limites de ses capacités d'expansion, eh bien, le musicien, si j'ose dire, commence à le refermer, hein, commence à resserrer, hein, les volants de l'accordéon. Ça, c'est par exemple ce à quoi on assiste en Union soviétique à partir de 1985, l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, mais surtout à partir de la fin de l'Union soviétique et donc à partir de l'ère Yeltsin, hein, donc le régime Yeltsin suivi du régime Poutine. Bon, il y a une continuité, hein, en réalité entre les deux, pas totale, c'est vrai, mais bon, on s'exagère en général en Occident la rupture entre ces deux régimes. L'un est clairement l'héritier de l'autre. Et donc, bon, ça a été finalement, hein, c'est ce que dans un de mes cours de la chaire de boomérologie, je mettrai le lien ici, c'est ce que j'ai appelé le Great Reset version Man Ray, hein, c'est-à-dire typiquement ce qu'on a appelé dans le monde post-soviétique des années 1990, qu'on a appelé la perestroïka. Hein. Donc c'est un moment ultra-libéral, c'est très très probablement ce qui attend l'Argentine des tout prochains mois, et c'est très probablement aussi ce qui attend l'Europe occidentale, une fois que sur le plan politico-institutionnel les jeux seront faits, c'est-à-dire lorsque, après consolidation des blocs, hein, suivant d'ailleurs le plan Kissinger, hein, donc après consolidation de la limite orientale du bloc et institution du centralisme démocratique au sein du Soyouz bruxellois, ça c'est en train de se produire sous nos yeux, hein, la perte de l'évidage complet, hein, l'officialisation de la perte des derniers éléments de souveraineté des composants du Soyouz, hein, des RSS, hein, des républiques climatistes européennes, c'est-à-dire en fait des provinces du Soyouz. Bon, une fois que tout ça sera consolidé, hein, à la fois les frontières extérieures et les pseudo-frontières intérieures, c'est-à-dire plus exactement l'absence de frontières intérieures, bon, on aura très très probablement, hein, en Europe occidentale un moment Yeltsin, un moment Milei. Hein. Alors reste à voir si ça prendra aussi cette forme de néo-bonapartisme, de démocratie plébiscitaire, hein, avec un homme fort, une grande gueule, un réformateur, la voix du peuple, hein, vous voyez, un Boris Yeltsin, un Javier Milei, ou peut-être d'autres formes un peu plus au goût, on va dire, de la femme blanche. Bon, ça reste à déterminer, mais je dirais que la direction générale que prennent les choses pour moi est quand même très très claire, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir resserrement de l'accordéon, il va y avoir en tout état de cause ce que j'appelle un Great Reset version Man Ray. Alors, cela étant dit, quand même un petit appendice, hein, j'avais annoncé que j'envisageais l'existence de deux sous-modèles, d'ailleurs globalement chronologiquement successifs, hein, dans le cadre de ce modèle de l'accordéon. Hein. Donc il y a en quelque sorte l'accordéon première version, l'accordéon deuxième version. Alors, dans l'accordéon première version, donc en gros, ce à quoi on a assisté pendant la partie réellement froide, hein, de la guerre froide, donc après la mort de Staline, et jusqu'à la fin de l'Union soviétique, et encore dans les années 1990, avec quelques épisodes tardifs, vous voyez, comme la pendaison de Saddam Hussein ou l'assassinat de Muammar Kadhafi. Pendant cette première période, hein, on voit bien qu'il y a une sorte de dualité dans le fonctionnement. Donc, en fait, il y a une sorte de noyau, hein, occidental, s'étendant d'ailleurs à certaines parties de la périphérie occidentale, hein, notamment à l'ex-URSS, dans lesquels le système de l'accordéon fonctionne déjà à plein. Hein, donc je me rappelle Gorbatchev, d'ailleurs assez récemment, Yeltsin, hein, tous ces gens-là sont morts dans leur lit, hein, de vieillesse ou d'alcoolisme ou de ce qu'ils voulaient. Bon.
Ce qui, là, pour le coup, illustre bien la rupture avec l'époque des révolutions, qui était aussi l'époque des guerres. Pour moi, la dernière véritable guerre qui ait fait rage dans le monde industrialisé, c'est celle qui a opposé Staline et Hitler, c'est-à-dire une guerre totale d'annihilation réciproque qui ne pouvait que se solder par l'élimination de l'une des puissances symbolisées, incarnées, manifestées par l'élimination physique de l'un des leaders. C'est-à-dire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait soit que Staline bute Hitler, qui l'a privé de ce plaisir par son suicide, soit l'inverse. Mais il n'y avait pas de troisième scénario envisageable, ne serait-ce que parce que les populations concernées, le peuple allemand, le peuple soviétique, du fait des sacrifices gigantesques consentis, n'auraient tout simplement pas compris, n'auraient pas pu accepter que ça se solde différemment. Toute solution tierce aurait probablement débouché sur des révolutions. C'est pourquoi j'ai l'habitude de me baser sur l'année de la mort de Staline, 1953, et 1956 comme année de la déstalinisation, parce que le système a encore duré 3 ans, pour en quelque sorte dater le début de la mise en place du nouvel ordre mondial, en fait de l'actuel ordre mondial, de l'ordre mondial kissingerien, étant donné qu'effectivement, tant que Staline était en vie, on pouvait considérer que cet ordre était peut-être certes en préparation, Kissinger en avait déjà l'idée, mais pas que lui. Alexandre Kojève, par exemple, Staline n'était pas encore mort, qu'Alexandre Kojève prévoyait déjà la fin de la guerre froide, plus ou moins dans les termes qui ont effectivement été ceux de la fin de la guerre froide et de l'effondrement du socialisme réel. Mais même après 1953, parallèlement, et dans ce que j'ai commencé il y a 1 an à appeler l'Occident pigmenté, là aussi je mettrai des liens vers des textes et des podcasts expliquant ce concept, dans l'ancien tiers-monde, le monde anciennement colonial et en cours de décolonisation à l'époque, on a quand même encore assisté, pourrait-on dire, à une sorte de flashback, à des épisodes à retardement, des épisodes tardifs de ce mode de fonctionnement ancien, le mode de fonctionnement révolutionnaire, avec les renversements de régimes sanglants, se soldant par l'exécution du grand homme, si possible d'ailleurs public, filmé. Voilà. Or, pour moi, ce à quoi on assiste justement en ce moment, au début de la 3e décennie du XXIe siècle, c'est à la mise en place d'une deuxième version de cet ordre mondial dans lequel l'Occident pigmenté, c'est-à-dire les élites du monde décolonisé, prétend accéder aux mêmes droits et notamment au même statut d'immunité que les élites de l'Occident historique et de sa périphérie slavo-orientale, du monde post-soviétique. C'est-à-dire que pour Modi, pour Xi Jinping, pour Mohammed Ben Salman, ce monde des BRICS, le Davos pigmenté en cours de solidification, doit être, et on les comprend bien, un monde où il sera tout aussi impossible d'imaginer la pendaison, la décapitation, etc., d'un autocrate saoudien, iranien, chinois, etc., qu'il l'était en fait déjà dans les années 90, d'imaginer par exemple l'élimination violente de Boris Yeltsin. On pourrait donc dire, en résumé, que l'oligarchie, la section pigmentée de l'oligarchie davosienne négocie en ce moment sous nos yeux son entrée dans le club avec un statut de membre de plein droit. Voilà. Et c'est ce que certains
certains humoristes involontaires du commentaire politique francophone, ce pourquoi ces humoristes involontaires, en ce moment, s'enthousiasment quand on leur parle de la révolution des BRICS. Oh, les BRICS, c'est formidable, etc. Oui, pour Mohamed Ben Salman, pour Modi, pour les mollahs iraniens, je trouve aussi que c'est formidable. À leur place, je ferais très exactement la même chose. Et dans la mesure où cette réforme sera menée à terme, alors on pourra dire que ce que j'appelle le modèle de l'accordéon aura connu deux variantes chronologiquement successives en gros, c'est-à-dire le premier modèle qui héritait finalement encore des fonctionnements de la guerre froide, qui était à fonctionnement dual, donc il y avait une dualité entre finalement grosso modo monde blanc et monde pigmenté dans l'application des règles de ce modèle de l'accordéon, qu'on sera passé de là à un modèle de l'accordéon 2.0, une deuxième, une seconde, là pour le coup, une seconde version, qu'on pourra appeler le modèle de l'accordéon unifié, avec traitement uniforme à l'échelle planétaire. Alors, sauf évidemment, par définition, pour les quelques mauvais élèves qui continuent à soit carrément à bouder le club, à ruer dans les brancards, comme Alexandre Loukachenko, ou comme la dynastie des Kim en Corée du Nord, ou du moins qui font preuve d'une certaine indiscipline au sein du club, bon, comme certains dirigeants africains. Bon. Mais ça, bon, ce sont les exceptions, et des exceptions, je le crains fort, en voie d'élimination euh, imminente. Voilà, je pense maintenant avoir expliqué la structure de cette modélisation historique, donc comment je vois l'évolution des choses. Ça me semblait dans un premier temps important, entre autres parce que ça permet, à mon avis, de prévoir aussi des évolutions ultérieures, donc ultérieures à ce podcast. Ce qui fait que, dans la mesure où elle ne disparaît pas d'Internet, on pourra, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, revenir à cette vidéo, et à la lumière de ce qui se sera entre-temps produit en Argentine, en Europe occidentale, et pas seulement, juger finalement de l'efficacité prédictive du modèle. Ce dont je n'ai pas pris le temps ici de parler, mais je pense que j'y reviendrai dans une autre causerie, c'est l'aspect explicatif, c'est-à-dire les raisons, comment j'explique en quelque sorte. Et là, il faudra aussi parler de culture et de sociologie, comment j'explique la prévalence de ce modèle. Et du coup, quand j'aurai aussi exposé ça, on comprendra ce que je voulais dire lorsque j'ai commencé par dire qu'à mon avis, Javier Milei ne trahit personne, ou ne trahit pas grand monde. Il trahit une idée ou une rhétorique, cette rhétorique libertarienne, mais une rhétorique dont, encore une fois, moi je ne pense pas qu'elle ait en l'état le potentiel de devenir quoi que ce soit d'autre qu'une rhétorique. Alors simplement, c'est une sorte de... Oui, c'est une mode, on pourrait presque dire littéraire, c'est une mode du discours politique, exactement comme un siècle plus tôt, ou un tout petit peu plus, vous aviez cette mode du socialisme. Jusqu'en 1917, enfin au début des années 20, à la mise en place de l'Union soviétique, donc tant qu'il n'existait pas d'Union soviétique, ça tout le monde ne s'en souvient pas, il faut avoir un peu lu des textes de l'époque, y compris la presse. Bon, il faut s'être fourré un peu le nez dans l'ambiance d'avant la Première Guerre mondiale. À l'époque, tout le monde est socialiste, ou pratiquement tout le monde, à part quelques réactionnaires, quelques légitimistes, etc. Et encore, mais tout le monde est socialiste pour une raison simple, c'est qu'en fait le socialisme, on ne savait pas exactement ce que c'était. Ça avait l'air attrayant, c'était un mot qui sonnait bien, et puis surtout on n'avait jamais essayé, donc chacun pouvait, à beau mentir qui vient de loin, la vraie vie est ailleurs, voilà. Donc chacun pouvait se l'imaginer, se le dépeindre sous les couleurs que lui trouvait les plus plaisantes.
Bon, à partir du moment où il a existé des États socialistes, ce qu'on a appelé plus tard le socialisme réel, bon, là du coup on a beaucoup déchanté, du coup il y avait beaucoup moins de socialistes en dehors de ces États. Dans ces États en réalité encore moins, enfin ils n'avaient plus le droit de le dire, donc bon, là-bas officiellement tout le monde était socialiste. Et en dehors donc, des États du socialisme réel, vous aviez une petite minorité qui s'était accrochée, certains d'ailleurs par intérêt, à cette utopie, mais qui en réalité avait déjà fait faillite en tant qu'utopie, et puis une autre minorité qui s'était en quelque sorte réfugiée dans le déni en vous expliquant, et donc ça a duré jusqu'au gauchisme anti-soviétique de 1968, des années 70, etc. Ça inclut même un Guy Debord. Donc bon, tous ces gens qui étaient donc tous ces gauchistes, au sens là du coup historique donné à ce mot par Lénine, qui vous expliquait que non, attention, le socialisme des États du socialisme réel, ça n'est pas le vrai socialisme, ça n'est pas le vrai marxisme, donc encore une fois, la vraie vie est ailleurs. Mais en gros, bon, entre les cyniques, les opportunistes qui continuaient à prêcher le socialisme parce qu'ils touchaient de l'argent du KGB, et les utopistes qui étaient dans leur déni, en réalité, il n'y avait plus beaucoup d'acteurs sérieux sur la place pour, en dehors, encore une fois, des États du socialisme réel, réellement croire au socialisme. Et je pense que c'est ce qui va arriver à ce libertarianisme discursif, c'est-à-dire que ça a pu susciter pas mal d'enthousiasme, tant qu'on ne voyait en réalité pas très bien ce que ça pourrait bien devenir concrètement. Et puis, donc un peu comme le libéralisme, pour une partie de la société russe, au moment de l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin, il avait quand même une base électorale tout à fait considérable. Bien, 10 ans plus tard, le libéralisme, l'idéologie du marché libre, etc., ça enthousiasmait plus grand monde en fait en Russie, tout comme je pense que le entre guillemets libertarianisme en Argentine, ça va pas non plus durer une éternité. Mais encore une fois, l'important pour moi, c'est surtout de comprendre que tout cela n'arrive pas parce que Yeltsin était un traître au peuple russe, etc. Parce que Milei est un traître au peuple argentin. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il veut dollariser son économie, qu'il tourne le dos aux BRICS, qu'il soutient Israël, etc. Tout cela est pour moi parfaitement secondaire. Quand bien même Milei jouerait la comédie de la dédollarisation, la comédie des BRICS, la comédie de l'antisionisme, le soutien humanitaire, philanthropique à la cause palestinienne, etc. Le résultat, en tout cas de politique intérieure, serait le même. Le masque libertarien tomberait pour révéler son véritable visage d'ultra-libéral, de libéral manchestérien, comme disait Éric Verregue à l'époque où il parlait encore à peu près sincèrement. Et les élites plutocratiques qui ont très amplement profité de la phase d'expansion de l'accordéon, parce que quand l'État prend du poids dans l'économie, il y a toujours un capitalisme de connivence qui en profite pour s'enrichir, et exactement, c'était d'ailleurs le cas alors, avec les spécificités du capitalisme d'État soviétique, mais c'était aussi le cas sous Gorbatchev, c'est-à-dire que ces gens qui avaient commencé à s'enrichir sous Gorbatchev, eh bien, pour la plupart, ont continué, et d'ailleurs en accélérant, à s'enrichir sous Yeltsin. Je pense qu'il va arriver très exactement la même chose en Argentine, et qu'il arriverait d'ailleurs prévisiblement aussi la même chose en France, à supposer que la France, au lieu de se fondre dans l'Euro-Soyouz, reconquiert une sorte de souveraineté sous la houlette de je ne sais quelle liste citoyenne, souverainiste, de la réindustrialisation, etc. Bon, a priori, ce ne serait pas une si mauvaise nouvelle que ça non plus pour Bernard Arnault, pour Bolloré et compagnie, puisque il ne se cache même pas quand Verregue vous explique
qu'au lendemain du Frexit, il faudra se retrousser les manches et travailler dur pour de tout petits salaires, pour ça il aime bien, pour réindustrialiser, hein, et être compétitif sur le marché mondial. Ce qui veut dire, c'est que évidemment cette France frexitée ne sortirait jamais de l'Organisation mondiale du commerce. Et tant qu'on ne sort pas de l'Organisation mondiale du commerce, aujourd'hui dominée par la Chine, bon, bah, on ne s'éloigne pas de Davos, hein, alors qu'on ait eu de menus péchés, de menus hérésies anticlimatistes ou anticovidistes précédemment, ça n'a en réalité aucune importance. Ça se corrigerait, hein, en cours de Frexit. Bon, et le résultat serait très exactement ce qu'a été aussi le résultat du Brexit en Grande-Bretagne, Brexit dont je rappelle qu'il s'est soldé par un échec du point de vue du père du Brexit, hein. C'est une citation de Nigel Farage, sans lequel on peut dire que le Brexit n'aurait pas eu lieu. Nigel Farage, il y a quelques mois, a tiré la conclusion, a dressé son bilan. Voilà, le Brexit est un échec. Bon, pour des raisons extrêmement claires pour moi, j'espère avoir aidé à les faire comprendre au cours de cette causerie, mais j'y reviendrai. Simplement, pour y revenir de façon intelligible, il faudra aussi aborder les aspects, disons, socioculturels d'une véritable sécession, hein, c'est-à-dire d'une véritable rupture avec l'actuel ordre mondial, avec l'ordre mondial davosien. En attendant, eh bien, comme d'habitude, circulez puisqu'il n'y a rien à voir.